Bonjour à tous, merci de nous choisir chez vous pour ce nouveau numéro de l'émission Le Monde en 7. Vous êtes sur New World Info, on va parler de la visite du chef de l'État français en Afrique. On va spécialement parler de la République démocratique du Congo et faire le bilan de cette tournée africaine. On va également parler du Nigeria et surtout de la présidentielle dans ce pays. Les deux principaux perdants contestent la victoire de Bola Ahmed Tinubu. Et puis Togo Terrorisme appelle à la vigilance autour des activités des organisations non gouvernementales. Nos invités sont en place pour ce nouveau numéro. Nous avons Louis Kamako, journaliste, analyste politique. Nous avons également Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique, directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale qui porte son nom. On attend l'homme politique du FSA, Force socialiste de l'avenir, Germain Sossou. Chers invités, bonjour. Firmin, on se retrouve, vous allez bien? Oui, bien sûr, bonjour. Merci de m'avoir invité. Bonjour, Louis Kamako, tout va bien? Oui, tout va bien malgré la canicule, malgré la chaleur caniculaire, parce Ouais. qu'il fait énormément chaud ces derniers temps à Lomé, tu l'as constaté. Donc c'est une occasion d'appeler les échos ou bien tous les citoyens à un respect scrupuleux de l'environnement et de la couche d'ozone. Allez, chers amis, on va commencer par cette visite du chef de l'État, cette tournée du chef de l'État français Emmanuel Macron, qui a donc, comme on l'a dit tout à l'heure, entamé ce mercredi une tournée dans 4 pays d'Afrique centrale. D'abord le Gabon, l'Angola, et puis le Congo, sans oublier la République démocratique du Congo. D'abord, l'étape de Libreville au Gabon. On va écouter le chef de l'exécutif français. Et donc si je suis au milieu de vous aujourd'hui, avec le plaisir de vous retrouver, c'est précisément pour bâtir un partenariat équilibré sur les sujets de climat et de biodiversité, sur les sujets économiques, industriels, etc., de défendre nos intérêts, de porter des causes communes. Mais je ne suis venu investir personne, je ne suis venu témoigner que mon amitié et ma considération à un pays et à un peuple frère. Alors, chers amis, vous venez d'écouter Emmanuel Macron à Libreville. Avant de vous donner la parole, on va écouter un confrère de la critique du gouvernement gabonais. Il s'appelle Hortense Mollet. Logique, nous pensons que la venue du président français, M. Emmanuel Macron au Gabon, est une arrivée inopportune parce que à 6 mois de la prochaine élection présidentielle, cette arrivée est considérée comme un soutien ouvert au président Ali Bongo qui, par ailleurs, a été élu dans des conditions déplorables, contestées en 2009 et en 2016. Et inquiété. Donc, on a l'impression qu'il y a une forme d'hypocrisie autour de cette question climatique. Ça sert de gadget pour soutenir plus ou moins une dictature, parce que le régime gabonais est considéré comme une dictature, et on estime que la France, à travers l'arrivée de Macron au Gabon, vient soutenir la dictature des Bongo, tout simplement. Alors, Louis Kamako, l'étape de Libreville, principal sujet de discussion, c'était la forêt. Vous venez d'écouter le président français, vous avez écouté également votre confrère Hortense Mollet. Alors, quel regard vous avez sur cette visite du président français à Libreville au Gabon? Non, mais je pense que le confrère a dit, c'est-à-dire que la forêt, c'est l'arbre que cache la forêt, bien évidemment, parce que derrière cette visite-là, il y a beaucoup de choses qui se cachent. On est à quelques mois de l'élection présidentielle au Gabon et on connaît à peu près l'acquaintance que le président actuel, Ali Bongo, on débat avec le président français en particulier et la France en général. Donc, je crois que le confrère, il a tout résumé. En fait, c'est une sorte d'hypocrisie de la part du président français qui, justement, veut encore prouver que peu importe ce qu'il fera, il va soutenir justement le président sortant. Parce que on connaît aujourd'hui l'état de santé de Ali Bongo Ondimba, qui est un état de santé très précaire, mais malgré cela, il y a de ces pontes-là, il y a de ces cassis du parti qui souhaitent justement qu'il se représente pour un troisième mandat. Donc aujourd'hui, je crois que sa candidature sera décriée, mais Emmanuel Macron est en train d'anticiper les choses pour venir dire aujourd'hui au président gabonais que peu importe ce que le peuple dira,
peu importe que l'interprétation que viendra ou bien que l'interprétation que fera ton entourage, et nous sommes là, la France est là, ou bien il y a ton métropole qui est là pour te défendre. Donc c'est aussi ça. Maintenant, aller au-delà des déclarations ou bien des déclarations que le président Macron a fait, je crois que tout ça, ça ressort de l'hypocrisie. C'est-à-dire que Emmanuel Macron qui reconnaît au vu au su de tout le monde qu'à un moment donné, il y a une mission de l'État français dans les pays africains. Je pense que c'est une information, c'est un événement. Parce que on l'a dit, c'est vrai qu'à un moment donné, il a décrété que la France-Afrique n'existe plus. C'est révolu. C'est révolu, donc je pense que c'est ce qu'il y a de plus facile à dire, parce que c'est tout un travail qui a été fait pour qu'on en arrive là. Et beaucoup des gens vous diront que cette histoire-là ne finira pas aujourd'hui, parce que la France ne peut pas vivre sans les Africains. Il y a beaucoup de choses qui le prouvent. Quand vous avez eu la chance de lire tout récemment l'ouvrage L'Empire qui ne veut pas mourir, qui a été co-rédigé par, je ne sais pas, l'auteur, ça m'échappe, mais je pense qu'on a tout décrit là-bas. Donc c'est pour vous dire qu'en réalité, la France-Afrique, c'est un serpent de mer, c'est un serpent de mer qui ne veut pas mourir, mais qui change de couleur à chaque contexte. C'est-à-dire qu'on est parti de l'esclavagisme, on est allé au colonialisme. Après, aujourd'hui, il s'agit de néocolonialisme. Après, on va vous parler de aide d'État, aide de développement aux pays africains. Donc, c'est tout ça. Donc, c'est pour vous dire que c'est tout un travail. Et puis, il ne s'agit pas à Emmanuel Macron de venir décréter aujourd'hui la France-Afrique, parce qu'on sait très bien que, et les Français même savent pertinemment, c'est vrai qu'à l'hémicycle, il y a certains députés qui essaient de raisonner, de dire les choses telles qu'elles sont, mais en réalité, eux-mêmes savent que la France ne peut pas exister sans l'Afrique. En tout cas, pour ce rendez-vous de Libreville, il faut dire que les présidents Denis Sassou Nguesso du Congo, Faustin Archange Touadéra de la République centrafricaine, Mamad Idriss Déby Itno du Tchad, Théodoro Obiangema Bassoko de la Guinée équatoriale ont également participé au One Forest Summit où aucun haut dirigeant amazonien ni asiatique n'a fait le déplacement à Libreville. Avant de vous donner la parole, cher Firmete Kouagbo, on va toujours écouter le président Emmanuel Macron, cette fois-ci à Luanda, en Angola. Nous allons pouvoir acter d'une nouvelle étape en matière de production agricole. Je le disais, un nombre inédit d'entreprises dans tous les domaines, du café, en passant par le manioc, le soja, le coton, la viande, le lait, la pisciculture, étaient là en matière de transformation aussi et de distribution alimentaire. Et au fond, nous appliquons ici la stratégie de souveraineté alimentaire à laquelle nous croyons pour le continent africain. Alors, Firmete Kouagbo, à travers ce déplacement, on voit que la France n'agit plus tellement aujourd'hui, ne s'appuie plus, j'allais dire, sur le précaré. La France essaie d'ouvrir aussi les horizons. On a vu Emmanuel Macron au Nigeria, on l'avait vu au Ghana, on l'avait également vu en Guinée-Bissau, cette fois-ci en Angola. Et si vous le souhaitez également, vous pouvez glisser un mot sur son déplacement à Libreville. Non, vous savez, Emmanuel Macron, ce qu'il est en train de faire, c'est juste... et il essaie de recoller les morceaux. Il essaie de colmater les brèches. Il sait qu'au départ, il a été très arrogant avec les Africains. Et maintenant, il est déjà dans son deuxième mandat. Il faudrait qu'il répare les torts qu'il a eu à causer et qui ont entaché, la crédibilité de la France à l'international et qui ont impacté aussi négativement les intérêts français. N'oubliez pas que l'un des discours qui ont gêné un peu les autorités maliennes, c'est-à-dire la jeune malienne, c'est que Emmanuel Macron les a considérés comme des petits-enfants. C'est-à-dire, c'est quel gouvernement ça vous êtes un enfant de 2 coups d'État. Donc, c'est avec une certaine arrogance. Donc, les Maliens ne nous lui ont jamais pardonné. Et donc, c'est pour ça que vous allez voir que dans son récent discours à Paris, il a parlé d'humilité. Avant le déplacement en Afrique. Avant le déplacement en Afrique, il a parlé d'humilité. C'est pour dire aux Africains, ça va. Et eux aussi, à ses prédécesseurs, à ceux qui lui ont laissé cet héritage, qui est le pouvoir français,
Sarkozy, à Giscard d'Estaing, à Hollande, pour leur dire ce que vous avez essayé de construire et que j'ai essayé d'écorcher. Donc, avant de partir, je vais essayer de réparer pour que les intérêts de la France à l'international soient toujours garantis et que ce qui vient en France régulièrement continue de venir. C'est ça, en fait, l'esprit de Emmanuel Macron. Donc, le fait qu'il se déplace, c'est pas pour changer quoi que ce soit, parce que rien ne va changer. Hein. Rien ne va pratiquement changer avec Emmanuel Macron. Il vient pour investir Ali Bongo. Quand un chef d'État français dit ça, sachez que c'est ce qu'il est en train de faire. Quand il dit je ne suis venu investir personne, c'est ce que Sarkozy aussi avait dit en 2009. Témoigner mon amitié. Témoigner mon amitié, ça c'est des formules diplomatiques. Alors, il sait que c'est ce que la France représente pour Libreville ou pour le pouvoir gabonais est énorme. Bon, investir Ali Bongo, on dit est-ce que c'est finalement lui qui sera le peuple, si on peut le dire? Non, c'est ce que j'ai l'habitude. J'allais dire qui va élire le président. Non, c'est ce que j'ai toujours l'habitude de dire. Ce n'est pas ça. C'est la France qui élit qui nomme un certain nombre de présidents en Afrique. Bien sûr, de par le monde, il y a la communauté internationale qui a son regard. Et aussi, par rapport à certains pays, systématiquement, c'est la France qui donne son OK avant que les élections ne soient passées ou ne se passent. Maintenant, regardez, c'est la même chose par rapport à Nicolas Sarkozy en 2009, lorsque Papa Bongo est mort. Sarkozy était arrivé, on lui posait une question. Quand il était venu aux funérailles de Papa Bongo, on lui demandait si la France avait son candidat. Et puis, Sarkozy avait répliqué, la France n'a pas de candidat. La France soutenait La France avait Ali Bongo. Ali Bongo. 2016, la France avait toujours son candidat, c'était au temps de Hollande. Jean Ping qui avait fait le système, c'était des partis du système à un moment donné. Et maintenant, il cherchait aussi le soutien de la France. Mais n'eût été l'intervention de la France, Jean Ping aurait fait assez de mal au pouvoir Ali Bongo. Mais là, comme la France était derrière, ça s'est bien passé pour lui. Et maintenant, ici, ce qui dérange tout d'abord, c'est l'état de santé d'Ali Bongo. C'était l'état de santé. Mais la France s'en fout, au fait. Là, ce qui importe à la France, c'est pas l'état de santé, c'est pas le physique, au fait. C'est les intérêts. C'est comme parlant justement d'intérêts, on l'a vu avec sa sortie à Luanda, en Angola, la France est là. Puisque Emmanuel Macron parle de l'agriculture, il parle de l'économie, il parle de l'investissement également. Alors, on le voit élargir son champ d'action. Oui, non, en fait, vous savez, en France, il y a un problème. Je dirais deux. Il y a un problème, tout d'abord, un problème lié au chômage et un autre problème lié aux ressources financières. Lié au chômage, là, il faut chercher un certain nombre de terrains pour les investisseurs français. Les investisseurs français qui sortent du pays avec des milliers de Français qui vont travailler dans ces pays-là. Donc, quand il arrive à Luanda, c'est le pétrole, quand il parle du lait, de la viande et tout ça, il est en train de tâter le terrain pour un certain nombre d'investisseurs. N'oubliez pas qu'il s'est déplacé avec un certain nombre d'investisseurs. Donc, ils vont lui trouver du terrain où ils vont investir. Et c'est le chômage en France qui prend une note positive. Maintenant, il y a un problème aussi lié à la retraite. Vous savez, les Français veulent aller avoir leur retraite un peu plus tôt. Or, vous travaillez peu, mais l'espérance de vie en France est tellement longue. Vous imaginez? Donc, vous travaillez peut-être pendant 20 ans. Vous n'avez pas cotisé suffisamment. Vous allez vivre encore après votre retraite, vous allez vivre peut-être après 30 ans. Donc, maintenant, on vous a cotisé que pour 20 ans. Donc, c'est pour cela qu'on dit maintenant, on augmente l'âge à la retraite. À 64 ans, par exemple. Maintenant, ça veut dire, vous cotisez beaucoup et vous vivez beaucoup. Ça ne dérange pas trop l'État. C'est ce que les Français n'aiment pas. Donc, c'est pour cela qu'il faut suffisamment de sous pour mettre dans la caisse de la France. C'est comme je l'ai toujours dit en 2005, sur RFI, il y avait un spécialiste qui avait dit ce que les chefs d'État africains cotisent, c'est avec ça qu'on paie les retraités français. Parce qu'il faut beaucoup de choses, beaucoup de sous pour renflouer les caisses, pour pouvoir gérer les retraites. C'est pour cela, il y a les retraites, il y a le chômage, on a besoin d'argent. La France a besoin d'argent. Parce que c'est un pays socialiste qui bouffe énormément. C'est un pays socialiste. Donc, un enfant qui naît, il faut s'occuper de lui, les veuves et les orphelins. On a besoin. Regardez, la santé est tellement moins chère en France, l'éducation est tellement moins chère en France, il faut trouver de l'argent suffisamment pour pouvoir gérer ça. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron est en train de faire tout ce marathon. Après l'étape angolaise, celle du Congo-Brazzaville, où le président Macron a rencontré son homologue de ce pays, bien sûr, Denis Sassou Nguesso. On va l'écouter. Et nous avons eu, vous venez de le dire, une discussion très riche, avec à mes yeux plusieurs conclusions. D'abord, on a évoqué nombre de sujets
régionaux et compte tenu du rôle du président au sein de l'Union africaine et de son engagement dès le début sur la situation libyenne, nous nous sommes coordonnés sur ce sujet pour aussi soutenir les initiatives prises par l'Union africaine pour permettre justement un processus de réconciliation allant vers un processus électoral et accompagnant le travail du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies que nous soutenons. Il y a le mémorial savoyard de Brazza. Nous avons ramené ici, à Brazzaville, les restes mortels de Savoyard de Brazza, son épouse et leurs enfants. C'est un lieu culturel, historique, au centre de Brazzaville. Prochainement, puisque le président Macron viendra ici pour un peu plus longtemps, alors il pourra visiter les mémorials savoyards de Brazza. Alors, chers invités, vous venez d'écouter les présidents français et le président français, le président congolais, Denis Sassou Nguesso. Alors, cher ami, lui, Kamako, l'étape du Congo-Brazzaville, hein, le Congo-Brazzaville qui est considéré véritablement comme un précaré de la France, il faut l'étape là également. Vous avez écouté les deux chefs d'État. Quel regard vous avez sur cette visite? Non, mais je crois que l'objectif de Macron à Libreville reste le même au Congo, à Brazzaville, parce que c'est toujours ça, c'est-à-dire que le pays est arrivé à un moment donné où il a constaté qu'il est en train de perdre le précaré. Enfin, aujourd'hui, il est en concurrence avec les Chinois, les Japonais, les Russes, les Turcs. Bien sûr, c'est-à-dire que toutes sortes de puissances occidentales qui, justement, ont compris que l'Afrique, c'est une vaste laitière. C'est-à-dire que ça nous renvoie tout de suite au dernier discours du pape François, justement, à Brazzaville, qui disait tout simplement... À Kinshasa. Au Congo-Kinshasa, qui disait justement aux Européens de laisser l'Afrique tranquille et de ne pas continuer par polluer et spolier le continent de ses biens, de ses ressources. Donc, je pense que c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. C'est-à-dire que Pimet parlait de ce président de manière par accord qui veut colmater les brèches et corriger ses erreurs, mais pas seulement ses erreurs, mais l'erreur de ses prédécesseurs. Vous voyez quelqu'un par exemple comme Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire que le jour peut-être la justice va essayer de crouler ce monsieur, vous verrez la justice a maintes fois essayé. Il a des soucis même aujourd'hui avec la justice de son pays. Vous avez vu l'engouement, vous avez vu le sentiment que ça a suscité sur les réseaux sociaux ou bien dans les différents pays africains. Ça veut dire qu'on est conscient du mal, de ce que le mal que le monsieur là a fait au continent africain. Je cite justement l'exemple de l'assassinat de Mohamed Kadhafi, parce qu'aujourd'hui c'est prouvé que même les médias français le diffusent en fait ouvertement qu'en réalité et Nicolas Sarkozy a quelque chose avait quelque chose pour l'assassinat du guide libyen. On sait qu'il a piloté la force internationale qui finalement a mis fin au jour. C'est justement parce qu'il a demandé aux Touaregs, il a demandé aux Touaregs justement qui étaient sous la houlette du président libyen Mohamed Kadhafi de le livrer. Donc le coup est parti de cela. Donc les informations ont fuité à un moment donné. On a compris que c'est justement parce que Mohamed Kadhafi a financé la présidentielle de Nicolas Sarkozy et que ce qui constitue en réalité une violation des tests républicains français. Et donc Mohamed Kadhafi en vie constituait peut-être un obstacle pour le président Nicolas Sarkozy. Donc à un moment donné, il a demandé à ce que les choses se fassent pour qu'on arrive à neutraliser le guide libyen. C'est vrai. Et pour cela, on a mis d'autres pays ou d'autres puissances à contribution. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je dis que non seulement Emmanuel Macron il est en train de corriger ses propres erreurs, mais aussi il corrige en fait l'erreur de ses prédécesseurs. Donc je disais tout à l'heure, quand je parlais justement de cet empire-là, je disais que la France-Afrique, c'est un système, hein, c'est-à-dire que c'est une demande fondée sur une alliance stratégique et asymétrique entre les partisans. Donc d'un côté, il y a les élites africaines qui ont été formées en France, qui sont mises en contribution. C'est pour ça que j'ai toujours dit qu'en Afrique, l'homme est un loup pour l'homme. C'est-à-dire que ceux qui nous pillent ou bien ceux qui nous nuisent, ce sont nos propres frères.
Donc, ce sont ces Français-là, ou bien ce sont ces Africains-là qui sont allés former en France et qui aujourd'hui maîtrisent bien le système français et maîtrisent également l'Afrique. Et donc, du coup, la France s'appuie sur eux pour parvenir à ses fins. Donc, quand vous lisez peut-être le livre dont je parlais tout à l'heure, donc j'ai finalement retrouvé les auteurs, ils sont au nombre de 4. Il y a Thomas Borel, il y a Hamzat Boukari Labari, il y a Thomas Deltombe et Benoît Colbert. Donc, ils sont 4 justement à écrire ce livre-là qui s'intitule L'Empire qui ne veut pas mourir. Donc, dans le livre, il y a une phrase qui m'intéresse, il y a une citation qui dit « Il ne suffit pas de décréter la fin de la France-Afrique pour que s'évapore cet encombrant héritage. C'est même bien souvent l'inverse qui se produit. » Et ça, Fimel a dit. C'est-à-dire qu'à chaque fois que un chef d'État français ou bien un président occidental déclare qu'il ne veut pas faire ceci, ça veut dire que c'est maintenant même il va faire. C'est maintenant qu'il est en train de le faire. Donc rien n'est plus souvent efficace pour faire perdurer le passé que de faire semblant de l'avoir liquidité. Donc c'est ça aujourd'hui qu'il est question. Donc la mission de Macron à Libreville sera également la même à Brazzaville. Donc je crois qu'il revient aux Africains d'écarquiller grandement les yeux et de voir qu'ils ne sont pas sortis de l'ornière. Allez, on a été aussi rejoint sur ce plateau par l'homme politique du FSA, Force Socialiste de l'Avenir, Germain Sossou. Bonjour, cher Germain, vous allez bien? Ça fait longtemps. Hein? Merci, oui, mais avec vous, bonjour à toi, bonjour à tous mes prédécesseurs, bonjour à toutes celles qui nous et à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Allez, avant de vous donner la parole et de donner la parole à Firmin qui la demande, l'étape de la RDC reste compliquée pour le chef de l'État français, Emmanuel Macron. On va écouter les jeunes Congolais qui se sont exprimés. Nous avons appris l'arrivée du président Macron. Alors nous, le mouvement citoyen Salou Mumba, qui avons l'idéologie panafricaniste, nous savons que la France est l'auteur de l'insécurité dans l'Est. Nous refusons l'arrivée d'Emmanuel Macron, le président français, dans notre pays, puisqu'il est en train d'accompagner le Rwanda, le pays qui nous est en train de nous massacrer, le pays qui est en train de nous tuer jour, nuit. Il est en train de le soutenir, c'est lui qui soutient le Rwanda. Nous ne voulons pas son arrivée ici dans notre Congo. Alors, j'allais dire Firmin, avant de vous donner la parole, Germain Sossou, on va avoir un résumé avec vous de la visite du chef de l'État français en Afrique. D'abord l'étape du Gabon, ensuite celle de l'Angola, et puis il y a le Congo-Brazzaville, et cette fois-ci c'est la République démocratique du Congo. Quel est votre regard sur cette visite? Non, globalement, la tournée du président Macron en Afrique. Même, il ne faut même pas dire l'Afrique occidentale, de l'Est, tout ça là. Il faut dire que le président Macron lui-même a reconnu qu'il y a une situation nouvelle qui s'impose à la France, et une situation nouvelle qui s'impose aussi au continent africain. Cette situation, tout le monde la connaît. Vous savez, la vie politique, sociopolitique de chaque continent, de chaque pays est cyclique. Mais dans ce cycle-là, il y a parfois des mentalités nouvelles qui naissent. Et il se fait que aujourd'hui, beaucoup de jeunes Africains souhaitent quelque chose de nouveau. Et surtout que le désespoir est davantage plus criard. Et il faut partir même du constat que les jeunes qui sont aujourd'hui, ils sont un peu différents de ceux qui étaient là il y a une cinquantaine d'années, parce que les gens ont la chance d'aller à l'école, ils sont cultivés. Ils ont aujourd'hui des données qu'avant les gens n'avaient pas. Aujourd'hui, grâce à l'Internet, vous avez les données, mais vous avez également l'information qui circule beaucoup plus vite. Et donc, l'idée du fait même que l'Occident, quand vous prenez l'Occident dans sa globalité, la France particulièrement, a toujours eu des relations qui ont été très désavantageuses vis-à-vis du continent africain. C'est normal qu'aujourd'hui, un certain nombre de jeunes qui prennent conscience réclament une certaine justice. Je crois que la France est en train de se rendre compte que, indépendamment même du sentiment anti-français qui prend de l'ampleur en Afrique, il y a également d'autres puissances qui étaient sur le continent et d'autres qui sont en train d'arriver. Donc, d'où la nécessité de cette tournée. Donc, moi, je pense que c'est pour redonner le blason
de la France au niveau du continent africain. Je crois que les réactions, même si elles sont mitigées, le sentiment global des Africains aujourd'hui, c'est que l'Afrique soit véritablement indépendante et qu'elle ait la possibilité véritablement de s'auto-gérer. Et les indépendances que nous avons eues depuis toujours ont démontré que c'était des indépendances de façade. Donc je crois que la volonté va davantage s'exprimer. Et la France, la tournée du président français, c'est juste pour sauver les meubles, je crois. Voilà. Alors, Firmin Tekou-Abo, finalement, on peut dire que tout le monde, avec ses réalités, quand on écoute les jeunes au niveau de la République démocratique du Congo, Josué Bong Lumumba et Stéphane Lukaku, on sent véritablement que tout le monde est en train d'exprimer ce qu'ils pensent. Eux, ils parlent de cette guerre menée par le mouvement 23 et portée, selon certains, par le Rwanda. Et pour ces jeunes, la France serait derrière le Rwanda. Oui, ils ont raison de réagir comme ça, mais ces gens de réaction me font trop rire. Moi, je me moque souvent de ces réactions. C'est-à-dire, c'est des réactions qui ne changent pratiquement rien. Il y a des Chinois qui font pire que la France. Quand ils parlent de la RDC, vous savez comment les Chinois pillent la RDC dans les provinces. Dans les provinces où les Chinois exploitent suffisamment et de la façon la plus méchante les richesses du sous-sol. Le colba dont on se sert pour faire le portable et puis les outils informatiques et tout ça. Les Chinois prennent ça régulièrement sans aucune balance, sans aucun poids. On prend ça sans aucun contrôle. Dans des contrées les plus reculées, on prend ça, personne ne contrôle. Même le gouvernement de la RDC n'a aucun contrôle sur ce que les Chinois font sortir du pays. C'est-à-dire c'est des milliards, si on veut l'évaluer en francs CFA, c'est des milliards de francs CFA qui sortent régulièrement de la RDC. Ça n'a rien à voir avec la France. Les Chinois sont là, les Africains ne disent rien, ils peuvent voir juste la face émerger de l'iceberg et puis ils vocifèrent. Ça n'a rien à voir. Tout ça là, ça ne veut rien dire. Emmanuel Macron, s'il veut, va venir, il n'y aura rien. Il n'y a rien. Tshisekedi, il va se mettre par-ci, il a besoin de la France, il va se mettre par-ci, il a besoin des États-Unis, il va se mettre par rien, ne va changer. L'autre chose que je voudrais faire observer aussi, c'est que quoi que nous disions, quoi que nous clamions comme sentiment anti-français, ce sont les chefs d'État africains qui font appel à la France. Vous ne pourrez rien. Vous ne pourrez rien. Et de plus, nos enfants, nos proches, nos commerçants, nos hommes d'affaires vont régulièrement en France. Il y a des milliers, il y a des millions d'enfants africains qui vont en France régulièrement étudier, qui font des années, qui font 60 ans, qui font 50 ans, qui servent la France, qui contribuent à faire développer la France. Moi, à un moment donné, ces derniers temps, je suis en train de réfléchir, de mener cette réflexion, je suis en train d'écrire même, et je me dis, mais il serait difficile aux chefs d'État africains de développer véritablement leur continent. Parce que les ressources humaines qualifiées dont ils ont besoin, la plupart vont en Europe. Alors, qui vont développer le continent? C'est-à-dire, ce n'est pas la France qui vient piocher comme on l'a fait au temps de l'esclavage, mais ce sont les Africains eux-mêmes qui quittent avec leur bagage, avec leurs milliards, qui vont rester en France, fréquenter en France, se faire coloniser, payer des impôts, contribuer à faire développer la France. Et la France investit régulièrement dans les BTP, dans les logements, parce qu'il y a une vague d'étudiants africains qui vient régulièrement chaque année du continent africain. Donc c'est pour ça qu'il y aura toujours un vide au niveau en termes de ressources, en termes de ressources financières, il y aura toujours un vide en termes de ressources humaines. C'est ça. La plupart, moi, on me dit, il y a des médecins, africains en France qu'en Afrique. C'est-à-dire, quand vous allez dans les hôpitaux français, la plupart des médecins africains que vous allez dénombrer, mais sont tellement nombreux que l'Afrique est en manque. Mais on leur demande de revenir, ils ne peuvent pas revenir. Ils soignent les malades français. Ils soignent les malades occidentaux. Il y a certains qui quittent là pour aller aux États-Unis, pour parfaire leurs études. Maintenant, on va dire quoi? Est-ce que c'est la France? Le problème n'est pas au niveau de la France. Il faut sortir de cette manière de réfléchir. L'autre chose que je voudrais aussi faire observer, c'est que, pour chuter, c'est que la tournée d'Emmanuel Macron, c'est de la communication qu'il est en train de faire. Et puis, c'est un message qu'il est en train d'adresser à Goïta et à ses amis. C'est pour dire, je suis toujours avec les gros morceaux. La RDC, 65% des richesses mondiales. L'Angola qui a... Au niveau du pétrole surtout. Du pétrole surtout. Le Gabon. Le pétrole et le bois. Donc moi, je ne souffre pas trop. Mais je prends du temps suffisant pour pouvoir m'occuper de ces gros morceaux. Après, je reviens à vous. Alors, quand on écoute mon concitoyen, Firmin Tekou-Abo, j'ai l'impression que
il sous-estime la capacité d'un être humain, la capacité d'un être humain à prendre conscience des événements, à faire en sorte que, à agir en sorte que ces événements puissent changer. Pour lui, j'ai l'impression qu'il fait partie de cette élite d'Africains qui pensent que les Africains, dans leur situation, ils sont incapables de tout. Je m'excuse. Vous pensez que les Africains sont capables ils sont incapables de tout. Vous pensez qu'ils sont capables. Et que le malheur de l'Afrique vient des Africains. Dans sa totalité, incombe aux Africains. J'ai l'impression. Moi, je ne suis pas dans le débat pour dire, mais non, moi, comment l'appelle-t-on là, Firmin, il est français, moi je suis entrepreneur. Moi, je suis un Africain noir. Vous comprenez? Je parle du constat que mon continent a des problèmes. Moi, je suis à la recherche des solutions pour que mon continent sorte des problèmes. Si Firmin me dit jamais le continent ne peut changer, c'est à moi de tout faire pour lui démontrer que dans 50-100 ans, il y a possibilité de changer. Mais ce qu'il dit est intéressant dans la mesure où il dit que ce sont des chefs d'État qui portent cela. Est-ce qu'il n'a pas raison à Oui, mais je voulais citer. Mais il est allé plus loin, au-delà des chefs d'État. Il dit il y a des étudiants, des médecins qui sont en Europe. L'élite. Oui, l'élite. Mais maintenant, ça aussi, ça c'est un constat. Lorsque quand vous faites le constat, il faut chercher les causes du constat. Vous voyez, non? Maintenant, si vous trouvez les causes du constat, qu'est-ce qui a fait que beaucoup d'élites quittent le continent africain? Qu'est-ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de médecins en France qu'en Europe? Si vous ne cherchez pas les causes, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas trouver. Maintenant, nous essayons de chercher les causes. Et c'est sur ces causes-là que nous voulons nous appuyer pour dire que ce que Firmin dit, c'est un constat, c'est une réalité. Mais notre élan, c'est que demain, cela puisse... C'est parce que quel est, lui, son intérêt aujourd'hui en tant qu'Africain noir de voir cette situation dont lui, on fait le constat? Est-ce que c'est une dignité que des Africains, comme il le dit, que des Africains continuent? Si à partir de cet instant, c'est une indignité, il faut travailler pour qu'il y ait la dignité. En travaillant pour qu'il y ait la dignité, effectivement, nous allons avoir des chefs d'État dont tu souhaites. Parce que quand il dit il y a des chefs d'État qui sont là et qui ne peuvent pas permettre, mais c'est le rôle des jeunes qui sont en train de venir davantage de prendre conscience et de faire en sorte que des chefs d'État dignes arrivent. Quand on dit oui, il y en a eu des exemples. Par exemple, vous prenez l'exemple de Lumumba, de Sankara, qui ont été dégommés, des Sylvanus Olympio. C'est pour cela que l'histoire est là pour nous édifier. C'est pas parce que la France et les États-Unis, ils ont les canons qu'il faut abdiquer. Mais non, la lutte des hommes, la liberté pour les hommes, c'est une lutte permanente. À partir de ce temps, moi, je m'inscris en faux à ce que dit mon ami Firmin. Moi, je ne suis pas un défaitiste. Bien au contraire. J'estime que ceux de ma race et les enfants qui vont venir, c'est mon devoir de leur faire savoir qu'il est important de se battre dans cette difficulté et d'aller vers la dignité. Et la dignité du continent africain, c'est de lutter et de faire en sorte que tout ce qui présente comme difficulté là, nous puissions arriver à éradiquer. Voilà. Alors, Louis Kamako, vous êtes journaliste, je veux bien vous poser cette question. Est-ce qu'on n'est pas quelquefois dans la contradiction quand on voit les jeunes Congolais, justement de Kinshasa, qui disent que la France serait derrière le M23, alors que chaque fois les gens nous brandissent également que les relations entre le Rwanda et puis la France sont des relations entourées de nuages ces dernières années? Ça peut être entouré de nuages dans de bons sens. Parce que je ne veux pas aller loin, mais je voulais juste répondre comme ça, parce que le temps est contre nous. C'est-à-dire que vous voyez... Vous avez 3 minutes. J'ai 3 minutes. Vous voyez aujourd'hui, c'est-à-dire qu'une institution comme OIF, qui est dirigée, qui est présidée aujourd'hui par une Rwandaise. Et le Rwanda, qui est un pays anglophone. Vous voyez déjà, c'est-à-dire que quand vous dites que les relations entre la France et le Rwanda ne sont pas aussi au beau fixe, je suis en train de vous dire, je suis tenté de vous dire que vous analysez mal les choses. C'est-à-dire que les Français ont toujours allé là où il y a l'intérêt. Ils sont toujours en fait, c'est ce que les gens nous ont toujours brandi, que le Rwanda n'est pas actuellement en odeur de sainteté avec la France. Oui, mais c'est ce qui est... Entre-temps, les gens ont également parlé des États-Unis qui seraient derrière le Rwanda. Oui, mais derrière, il y a des choses qui se font. Là, pour je t'ai donné l'exemple de l'OIF, qui est le Rwanda, qui est un pays anglophone, mais qui aujourd'hui est devenu... secrétaire général de l'OIF. Ça veut dire beaucoup de choses. C'est-à-dire que quand vous avez tous les pays en partage du français qui veulent faire quelque chose aujourd'hui qui ressort justement de l'OIF, ils doivent justement se référer au Rwanda. Ça, c'est beaucoup de... ce n'est pas à prendre à la légère. Est-ce que vous voyez? Donc, vous voyez quelqu'un comme Emmanuel Macron. Emmanuel Macron n'a pas choisi le Gabon et la RDC au hasard. Ce n'est pas un jeu de dés, en fait. Non. C'est-à-dire que c'est des pays, justement,
sa cause. Est-ce que vous voyez? Donc, je le dis, quand Fimet trouve que la situation ne peut pas changer, je suis désolé de le dire, parce que ce qu'il dit là, c'est aussi une stratégie mise en place par la France. Non seulement pour spolier, mais pour faire comprendre, en fait, aux communs des mortels, aux citoyens lambda, qu'en réalité, vous avez des dirigeants qui n'ont pas la maturité de gouverner. C'est-à-dire que Alors que c'est le contraire selon vous. Oui, les dirigeants africains amener les situations à jeter l'anathème sur les dirigeants. Et c'est ce que Fimet est en train de faire. C'est-à-dire qu'il suffit justement de couper la chaîne. Couper la chaîne aujourd'hui, ça dit que c'est de donner la vraie indépendance aux Africains. Qui doit couper la chaîne selon vous? Les deux. C'est-à-dire qu'il faut que Emmanuel Macron soit sincère dans ses propos. Quand il dit la France-Afrique n'existe pas, cela n'existe pas plus réellement. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est-à-dire qu'on remarque qu'on dit une chose et on fait son contraire. Donc, quand vous voyez aujourd'hui, vous dites, pourquoi vous ne vous interrogez pas, pourquoi est-ce que les jeunes Africains préfèrent déserter le continent au profit de la France? Nous avons parlé d'indépendance tout à l'heure. L'Afrique est indépendante, mais elle n'est pas indépendante. On a toujours parlé de l'indépendance économique. À un moment donné, les intellectuels ont compris. Ils ont demandé à ce qu'on nous change le franc CFA. Ils veulent émigrer en éco. Ça, c'est le grand combat. C'est-à-dire que quand vous prenez aujourd'hui l'euro et vous le comparez au franc CFA, c'est le jour et la nuit. Donc, pour tout individu qui aspire justement faire quelque chose, je pense qu'à un moment donné, il va aller chercher ailleurs où la convertibilité est tellement importante. Donc, c'est ce qui fait que les Africains aujourd'hui sont obligés de déserter le continent. Et ça, malheureusement, c'est seulement la France qui le fait. Quand vous prenez des pays anglophones, quand vous prenez le Ghana, quand vous prenez des pays qui ont été dominés par le Portugal ou bien l'Espagne, vous pouvez par exemple l'Angola, le système, il est différent. C'est-à-dire que la France a toujours cette tendance-là à maintenir ces pays ou bien ces colonies dans la servitude totale. Et ça aussi, c'est une façon de nous dominer. C'est une façon de nous faire quoi qu'en réalité, sans la France, nous ne pouvons rien. Et donc, il revient en réalité à l'élite naissante de renverser la tendance. C'est-à-dire qu'il revient justement à la jeunesse actuelle. Il nous revient à nous, les jeunes, de changer les choses. Changer les choses, c'est d'être conscient que nous avons les mêmes capacités que l'Occident, que le blanc en réalité n'est pas un dieu et que l'homme noir n'est pas un sous-homme. Alors, Firbin, notre cher, lui, a précisé certaines choses qui sont importantes. Il faut souligner cela, le franc CFA et autres. Mais la remarque est là, il y a certains pays anglophones qui ont leur franc, le Ghana, le Nigeria également, la Guinée-Conakry, pays francophone et autres. Mais ce n'est pas la grande forme au niveau du développement économique. Donc, il y a beaucoup. Le problème est profond. Non, le problème est profond. J'ai l'impression que Germain Chouchou et Louis Kamako aiment trop tirer sur le cadavre. Ils rêvent dans le vent. C'est-à-dire quand ils disent que on ne connaît pas la capacité, on sous-estime la capacité des jeunes Africains. Moi, ça me fait trop sourire. Parce que vous imaginez, c'est-à-dire l'Africain se trompe toujours de cible. Ce qui se passe là aujourd'hui, c'est comme un vent cyclique. C'est la même chose qui s'est passé au temps des indépendances. Les Africains disent non, on ne veut pas de la France. La France est partie, après quoi? La France est revenue. Tu penses que la France est réellement partie? Non, c'est pour dire, vous avez dit la France veut l'indépendance. Vous avez eu l'indépendance, mais la France est revenue. C'est plus de 60 ans après, c'est la France qui revient. Non, il n'y a jamais eu d'indépendance. C'est ce que je suis en train de vous dire. Voilà. C'est-à-dire, vous n'aurez toujours jamais gain de cause. Parce que vous rêvez toujours dans le vent. On n'aura jamais gain de cause. Mais moi, je dis, vous n'aurez jamais gain de cause. C'est-à-dire, non, ce n'est pas une manière d'être pessimiste. Parce que vous ne posez aucune action. Regardez, je vous donne un petit exemple. Les Africains ont dit, on ne veut plus du franc CFA. Il y a la Guinée qui a sa monnaie. Il y a le Ghana. Je ne veux pas aller loin. Le Syrie, le Nigeria. Mais ce ne sont pas des pays, quand on parle le Ghana, le Syrie. La plupart des hommes d'affaires ghanéens ont le franc CFA dans leur coffre. Parce qu'avec le franc CFA, vous avez la stabilité. Or, quand vous avez le Syrie, ça subit certaines fluctuations régulièrement. Alors, votre économie peut partir en fumée en un clin d'œil. Donc, vous imaginez, ceux-là qui disent le franc CFA, c'est pas bon, la plupart de ces riches, allez faire des recherches. Demandez à interroger les économies. Semblerait-il également que le président Macron a eu à donner à l'aval
aux pays africains de pouvoir sortir du franc CFA. Est-ce que c'est dit comme ça, comme d'habitude? Oui, on leur dit. Mais en réalité, derrière, ce n'est pas cela. Non, il appartient au président africain, à l'élite africaine d'agir. Oui, il appartient. Comment ils vont agir? Parce qu'ils n'ont pas les machines, les appareils dont on a besoin pour faire les monnaies, pour couper les billets. C'est-à-dire, tout ça là, c'est l'intelligence. C'est l'intelligence. Moi, je dis, ils n'ont rien. C'est-à-dire, Africains. Les Africains n'ont rien. Mais si nous ne voulons pas, regardez ce qui s'est fait depuis 1960, la France change toujours de paradigme. Lorsqu'elle arrive à un niveau où elle voit qu'il y a le sentiment anti-français en train de prendre de l'élan, maintenant la France se rebrousse en quelque sorte chemin, maintenant, et puis s'adapte à la nouvelle réalité. Ce que Emmanuel Macron est en train de faire, c'est qu'il est en train de s'adapter à la nouvelle réalité. Maintenant, pour voir comment je peux rebondir, comment la France peut rebondir. En ce moment-là, les Africains ne font rien. Les Africains ne font rien parce que tout d'abord, regardez, au niveau de l'Union africaine, par exemple, il y a la France et l'Union africaine, qui aident tout le continent à gérer le budget de l'Union, à payer les fonctionnaires de l'Union, à gérer les projets de l'Union. Et la Chine. Sur un certain nombre de projets, la France est toujours là. C'est-à-dire, les Africains, n'ont pas l'expertise nécessaire. Les Africains, n'ont pas un grand projet pour le continent, une grande ambition pour le continent. Comment électrifier toute l'Afrique? Les Africains n'ont pas ces projets. Comment en fait développer la culture sur tout le continent? Les Africains n'ont pas ce projet-là. C'est la France qui est là et qui pense à nous. La France est là. Les Africains ne pensent pas au continent. Laissez la France. Est-ce que quelque chose qui est intéressant? Je souhaite vivement, vous êtes homme politique, que vous puissiez développer cela. Et dit, au moment où les gens parlent, au moment où il y a les tourments, on peut comprendre c'est à l'Afrique de prendre son destin en main. Mais on sent véritablement que les Africains sont juste en train de parler. C'est pour cela que je dis. Derrière, on n'arrive pas à trouver des mécanismes nécessaires pour transcender les réalités. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de temps. J'aurais pu faire j'aurais pu présenter à partir de la stratégie du football, mais ça va prendre du temps. Vous savez, quand Firmin parle, il occulte un peu l'histoire. Et pourtant, il s'intéresse à l'histoire, il occulte l'histoire. En disant, les Africains n'ont pas de vision, je ne vais pas dire qu'il a vite oublié les leaders indépendantistes de l'Afrique. Pourquoi? Prenons l'exemple du Togo. Pourquoi Sylvanie Solompi a-t-il été tué? Donc il faudrait qu'un jour réponde à cette question. Pour qu'ils me disent aujourd'hui que les Africains n'ont eu aucune vision et qu'ils n'ont jamais rien tenté, pourquoi Lumumba a-t-il été tué? Pourquoi les Kominka? Pourquoi tout récemment Sankara a-t-il été tué? Vous savez, il ne faut pas dire... Mais ce que je voudrais dire, c'est que vous savez, lorsque vous voulez faire quelque chose, la première des étapes, c'est qu'il faut prendre conscience. Firmin, lui, ne voit pas ça. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aujourd'hui décider rapidement d'être une équipe victorieuse si vous ne mettez pas le tambour un certain nombre de choses. Pour être une équipe victorieuse, d'abord, la première des choses, c'est l'ambition. C'est-à-dire que je veux ceci. Je veux que le Togo soit une équipe victorieuse en Coupe d'Afrique des Nations. Ça, c'est l'objectif. Mais pour le devenir, il faut un certain nombre de choses. Donc, Firmin, lui, ne comprend pas qu'aujourd'hui, il y a, par rapport à la volonté des Africains d'arriver à l'indépendance, la volonté qui s'exprime. Mais la seule volonté ne suffit pas. En fait, c'est ça. Lui, peut-être qu'il veut les résultats tout de suite, ici et maintenant. Nous lui faisons savoir que, contrairement à ce qu'il dit, et lui, et beaucoup de nos compatriotes qui sont comme lui, qui estiment que l'Africain est un phénomène, vous m'excusez, moi je dis, et les quelques élèves que j'ai eu la chance d'échanger, j'ai dit, comme il a dit, l'homme blanc n'est ni supérieur à l'homme africain en rien. Vous savez, les gens font la supériorité de l'homme blanc par rapport à la technologie. Et là aussi, c'est l'histoire, c'est occulter l'histoire du monde entier. Vous savez, le développement, l'évolution, c'est cyclique aussi. Quand vous retournez, vous allez voir aussi que l'Afrique, l'Égypte, mais il faut pas penser en disant jamais vous n'aurez, alors que vous avez déjà eu, et les autres aussi ont eu, c'est passé jusqu'à ce que maintenant ça ne vienne en Europe. Ça peut revenir. Donc, ne dites jamais, le Dieu tout-puissant ne fait jamais les choses de façon figée. Mais maintenant, je suis conscient que si vous voulez demain rayonner votre liberté, c'est vous seul. Moi, je ne crois pas, je n'ai jamais cru que la France, l'Angleterre, les États-Unis, aucun de ces pays ne donnera l'indépendance, la vraie, aux Africains. Il appartient aux Africains, comme cela s'est amorcé, et d'amener des compatriotes comme Firmin à croire à l'Africain. De ne pas penser que le blanc est si supérieur à l'Africain. C'est le fait que nous, jusqu'à présent, effectivement, nous ne parlons pas encore d'une seule voix, qui est peut-être un problème, mais lorsque cela permettra à ce que finalement les gens comprennent que l'intérêt de l'Afrique dépend à ce que les gens se mettent ensemble et qu'ils aient vraiment cette fibre patriotique africaine, vous allez voir véritablement, par cet instant, les gens feront bloc. Et ça, cette fibre-là a commencé par naître dans les années 60. Mais comme il le dit, c'est
sciemment que des puissances soient éliminées des gens. Cela a été fait sciemment. Donc que Firmin ne vienne pas s'asseoir ici pour me dire que l'Africain n'a jamais été rien, il ne sera jamais rien. Moi je dis c'est le contraire. Moi je ne suis pas un sous-homme. Je sais que technologiquement, pour le moment, je suis en retard. Mais je reste convaincu que ceux qui sont en train de venir, ceux qui viendront, s'ils prennent conscience, ils peuvent renverser les choses. Nous ne voulons pas renverser pour dominer les autres, mais nous voulons aussi que l'Afrique soit au diapason, au même diapason que les autres. Et que si demain, au concert des discussions, l'Africain puisse parler, qu'il puisse être respecté. Est-ce que c'est une joie pour nous, les Africains, aujourd'hui, de voir nos petits frères qui traversent la mer et qui meurent, tout ça là. C'est à ça qu'il faut mettre fin. Pourquoi les gens, on sait pourquoi les gens traversent. C'est parce que chez nous, il y a des problèmes. Entendons-nous et mettons fin à un certain nombre de choses, y compris, comme je l'ai dit, des chefs d'État qui ne sont pas capables de mener l'Afrique au devant de son indépendance. Il appartient aux Africains, aux jeunes Africains de se dire il faut tout faire pour mettre à la tête des États africains des gens qui sont dignes. Et comme ça, vous allez voir ce que ça va donner. Une petite seconde. Oui. Puis, moi, je ne table pas sur le complexe. Je ne dis pas que les Africains sont moins supérieurs aux Occidentaux. Moi, je débat n'est pas à ce niveau. Moi, mon problème, c'est que les Africains ne font que parler. Ils n'ont pas de vision stable. Ils n'ont pas de pragmatisme. Ils ne savent même pas là où ils vont. Maintenant, vous dites que au départ des indépendances, les Africains avaient une vision. Maintenant, ceux-là qui ont eu les indépendances, je ne sais pas si vous avez lu, il y a un livre en anglais qu'on titre The Future Leaders. Vous allez voir l'Afrique au lendemain des indépendances. Vous allez voir toute la gabégie. Lorsqu'on leur a confié la destinée de leur nation, tous ceux-là qui ont eu, à pas présider aux destinées de leur nation, la gabégie, la corruption qu'on a eu. Regardez, il n'y a pas de corruption. Mais ce que je veux dire, il n'y a pas de corruption en France. Non, c'est pas ça. C'est pour dire qu'en réalité, on ne veut pas dire. Moi, je table sur notre irresponsabilité. La deuxième chose que je voudrais faire observer, la deuxième chose que je voudrais faire observer, puisque vous avez parlé de sport, regardez, la plupart des jeunes veulent jouer aujourd'hui en France. Pourquoi? En Angleterre. En Angleterre. Alors, votre combat, c'est où? Non, mais vous battez pourquoi? Vous répondez, j'ai envie de vous poser une question. Ce que nous disons, c'est-à-dire que le diagnostic qui a été fait, c'est-à-dire, ayons le courage de le dire, c'est-à-dire que ces Occidentaux-là, ou bien ces Européens, se sont levés tôt plus que nous. Ça, c'est un constat. Ça, c'est un constat. Donc, ça ne veut pas dire qu'en réalité, nous aussi, on ne peut pas avancer. Oui, nous avons des ressources. J'ai jamais dit ça. Nous avons des ressources. Voilà. Qui aurait cru que New York TV, par exemple, voilà, on dirait qu'aucune chaîne au Togo ne réussira jamais. Exactement. C'est arrivé. Quelque chose est arrivé. Parce qu'au Togo, on est pragmatique. C'est tout. C'est-à-dire au Togo, on a l'intelligence. On est pragmatique. Bravo à New York TV. Ce que je conseille, et ça, je pense que le problème même est là, c'est-à-dire il suffit juste que la France ait l'honnêteté de nous laisser choisir au moins nos dirigeants. Ah bon? Que la France évite. La politique, c'est pas un jeu d'enfant. Donc la France agit quoi? Bien sûr que la France agit. C'est la France qui les choisit. Malheureusement, c'est-à-dire moi je n'ai pas appris à camoufler les choses, je n'ai pas appris à dire les choses de façon aseptisée, c'est-à-dire que je dis toujours tout drouille les choses. Donc c'est ce qui fait que ça c'est la cause ça. Et c'est ça il faut combattre. C'est ça. Voilà, c'est les Africains ne doivent plus nous laisse tranquille. Il faut que la France donne l'opportunité au peuple africain de choisir leurs dirigeants. Vous êtes sur quelle planète? Le problème sera résolu. Elle ne donnera pas d'opportunité, mais ce sont des choses qu'il faut prendre comme disons pour s'affirmer. C'est un combat idéologique, même s'il doit être, je ne sais pas comment, il faut le faire pour s'affirmer. Affirmez-vous. Allez, on va marquer la pause pour le journal. Chers invités, on revient juste après pour la suite.